Mariupol est déjà détruite, on disait à 90%. Nous avons certaines images qui témoignent du mode opératoire des Russes par les airs, par la mer et aussi des combats d'un immeuble à l'autre. Ce sont ces images dans un immeuble détruit, évidemment. Alors, il s'agirait d'un soldat russe qui tire. Qu'est-ce qu'il tire très précisément ? Il tire l'équivalent d'un AT4, ça s'appelle Moura en russe, c'est un petit... Qu'est-ce que c'est un AT4 ? Pardon, on n'est pas... Là, vous êtes... Il y a deux Fanamili là sur ma gauche, mais les gens normaux, pardon, il y a quelques gens normaux... Justement, j'allais y venir. En fait, c'est un petit missile anti-char portable très facile qu'on ouvre, voilà, il y a une petite languette, et sur le dessus, il y a de quoi tirer. Et ça se tire à l'épaule, c'est très léger, et ça permet essentiellement, dans les combats en localité, de tirer contre des positions durcies ou des petites casemates ou contre des positions en béton. Des snipers qui sont en général cachés à l'arrière au fond d'une pièce. Voilà, donc ça va exploser dans la pièce. Et voilà, c'est vraiment très utilisé dans le combat en localité. Et donc, à Azovstal, dans le combat en milieu clos, c'est à ça que ça sert. Pas que contre les chars, je veux dire. Xavier Titelman, vous êtes spécialiste de tout ce qui vole, on a dit offensive navale, offensive là et offensive aérienne. Tout se joue là, toujours ici aussi. Ils vont aller jusqu'à balancer des FAB 5000, c'est-à-dire des bombes non guidées de 5 tonnes qu'ils utilisent tous leurs bombardiers stratégiques. Et finalement, ils déversent à peu près tout ce qu'ils peuvent déverser sur cette usine. L'objectif, c'est encore une fois de détruire totalement toutes les résistances qui pourraient encore être présentes. Mais on voit le nombre d'immeubles qui sont encore debout. On parle quand même d'une superficie qui fait quasiment 10 km², avec 6 niveaux de profondeur, on l'a vu la dernière fois, de souterrain, dans lesquels il y a maintenant encore plus de 1000 soldats qui sont toujours là en train de se battre. Donc de toute façon, c'est pas en le bombardant qu'ils partiront. Soit il y a un siège qui est suffisant pour qu'ils meurent tous de faim et qu'ils sortent, soit ils font un assaut avant le 8 mai. Ils ont essayé de faire un assaut cette semaine, ça a été un échec. Vous parlez de la superficie d'Azovstal, mais aussi de Mariupol. Regardons cette comparaison qui est tellement parlante, c'est la comparaison avec la ville de Venise. En réalité, Azovstal, pas Mariupol tout entier, mais simplement Azovstal, c'est la taille de Venise. Alors, il y a déjà une ambiance très différente avant la guerre. Là, on voit, c'est extrêmement spectaculaire. On parle d'une immense superficie à la soviétique. À l'époque, on construisait comme ça. Une information de ce soir qu'il faut traiter au conditionnel, c'est la destruction. On a évoqué la Moskva, donc qui était le navire amiral de la Russie dans la mer Noire, mais un autre navire qui serait détruit par les Ukrainiens. Depuis hier, en fait. C'est pas une réelle surprise, puisque finalement, tout ce qui s'approche plus ou moins des côtes ouest ukrainiennes, finit par se prendre des missiles. On l'a vu la semaine dernière, ils ont utilisé des drones TB2 pour détruire des vedettes Raptor, qui font une bonne quinzaine de mètres. Ils ont évidemment détruit le navire amiral, mais surtout qui était le navire de défense aérienne pour la mer Noire. C'est-à-dire que maintenant, finalement, tous les autres navires qui sont présents sont presque très très vulnérables par rapport à ces missiles. Et les fameux missiles ukrainiens développés pour ça, ils auraient touché hier soir une nouvelle frégate, par contre, qui est beaucoup plus moderne, qui date des années 2010 et qui a une capacité de lancer des missiles. Cette frégate Makarov qui aurait été touchée par un missile, est-ce que c'est crédible ? Alors, il n'y a pas de preuve pour l'instant. Par contre, il y a une photo satellite qui suit normalement les incendies et il voit qu'en pleine mer, pile au bon endroit, il y a une source de chaleur qui prouverait qu'il y a quelque chose qui brûle à cet endroit-là. Il y a des mouvements d'hélicoptères, en fait. Il y a beaucoup de mouvements autour, il y a des bateaux qui viennent sur place. Il y a une probabilité, mais vous savez, dans le renseignement comme ça, opérationnel, il faut toujours attendre de recouper les informations, en fait. Et ça, c'est une règle d'or en crise à l'époque, parce que sinon, on peut prendre des décisions parfois qui sont trop rapides, si vous voulez, et qui sont mal intentionnées. Il ne faut pas prendre la mauvaise décision. Et donc, toujours le renseignement tactique comme ça, il faut le vérifier, en fait. Mais jusqu'à maintenant, on a été peu déçus par les rumeurs. Systématiquement, on l'a vu derrière, effectivement, le Moskva a été touché, le bateau de la classe Alligator qui a été touché. Tout ça, ça avait été annoncé, puis on a la confirmation que 2-3 jours plus tard. On verra. On va en débattre dans un instant, mais est-ce qu'on peut encore éviter le terme de co-belligérant si effectivement les Américains aident à tuer des généraux? C'est compliqué que ça, c'est parce que la notion de co-belligérance n'existe pas en droit international. La notion qui existe, c'est, j'ai la phrase exacte, c'est partie prenante à un conflit armé. Et partie prenante à un conflit armé veut dire intervenir directement dans les combats. Ce qui fait que du point de vue du droit international, livrer des armes, y compris faire de la formation, y compris sur place, n'est pas considéré si par hasard quelqu'un le faisait. Dire arrêter de donner des armes à l'Ukraine, en fait, aujourd'hui, ça voudrait la seule logique derrière, parce qu'on peut se cacher derrière les mots. Mais si on dit qu'on ne donne pas d'armes à l'Ukraine, on leur demande de capituler. C'est ça la vérité, il n'y a pas d'alternative.
Donc la ligne de crête, effectivement, a été définie par l'ensemble des dirigeants occidentaux. Armer l'Ukraine et l'aider dans sa défense, ce qui, du point de vue du droit international, n'est pas la co-belligérance. En revanche, ne pas déclarer la guerre à Russie, c'est-à-dire ne pas rentrer directement dans les actions de guerre. Et je terminerai par dire que côté russe, on réfute toujours les crimes de guerre. C'est le cas notamment du porte-parole de l'ambassade russe, Alexander Mankonov, qui était votre invité, Darius, hier soir. Vous savez, on parle beaucoup des crimes de guerre commis par les troupes russes, par la Russie, mais ce genre de supposition, ça se base sur quoi? Sur les données tirées d'Internet, sur quel genre de témoignages, sur quel genre de preuves? Essayez de trouver ces preuves. Vous savez, depuis 2014 jusqu'en 2022, jusqu'au début de cette opération militaire, le régime de Kiev a exterminé méthodiquement, régulièrement, la population du Donbass. La population russophone, juste pour le fait qu'il voulait parler russe, qu'il voulait être lié avec la Russie. Juste pour ce fait-là. 14 000 personnes mortes. Alors, est-ce que pour vous, ce n'est pas un crime de guerre? Voilà, le rapport d'Amnesty, c'est extrêmement impressionnant. Contrairement à ce que dit la Russie, ce ne sont pas quelques informations glanées ici là. On voit à quel point, de façon très méthodique, on a maintenant une documentation très convaincante, Xavier Titelman. Alors, de toute façon, ne serait-ce qu'avec les médias sociaux, on avait des preuves très convaincantes, il n'y a absolument aucun doute. On a même les interceptions des communications, même des soldats russes qui appellent leur maman et qui se vendent des tortureurs, qui torturent des gens sur place. Ils le disent, je collecte des images, je vois des bébés se faire violer, je vois des enfants se faire mutiler, c'est insupportable. Et objectivement, au début, les gens disaient non, mais c'est bon, c'est manipulé, c'est les Ukrainiens qui inventent tout ça. Maintenant, les Ukrainiens donnent même le nom du soldat et de la maman qui sont en train d'appeler. On a des preuves, c'est insoutenable et personne ne peut nier cette réalité. On parlera dans un instant de la préparation du 9 mai. On va voir une vidéo étonnante. C'est la manière dont la Russie elle-même annonce, les autorités russes annoncent, c'est une sorte de bande-annonce de l'événement, la grande parade du 9 mai. La manière de le faire en dit beaucoup sur le discours qui sera tenu ce jour-là. Regardez. 9 мая, в день Великой Победы. Большой парад на Красной площади. В честь подвига победителей торжественным маршем пройдут потомки героев, защитники Родины. В парадном строю наследники наших великих традиций. Те, на кого можно положиться. Отважные, быстрые, непобедимые. Мы славим воинов-освободителей. Их доблесть и мужество в наших сердцах навечно. Слава поколению, победившему нацизм! Ура! Парад Победы 9 мая. Poutine a dit qu'il y aurait moins de chars cette année. Oui, en fait, il y en aura moins parce qu'il y en avait 197 l'année dernière, il y en avait 234 en l'an 2000, et là, ils seront 131. Et avec beaucoup de matériel, en fait, qui ne sont pas engagés, parce qu'en fait, ils ont quand même beaucoup de matériel engagé. Par exemple, il n'y aura pas les fameux TOS qu'ils avaient montré beaucoup l'année dernière, qui sont des missiles, les fameux missiles hyperbariques. Pardon, qui sont tous sur le terrain. soyons précis. Quelle proportion est engagée de l'armée russe? On ne se rend pas compte des proportions exactes. Sur l'ensemble de l'armée russe, quelle proportion est engagée là en Ukraine? Non, mais c'est comme quand nous on fait le cas. Enfin, au moins, eux, il y en a plus, mais c'est quand même échantillonnaire à l'échelle de ce que. C'est un défilé, ça, c'est un défilé. Alors, il est énorme. Non, mais quelle proportion est engagée en Ukraine? Ah, en Ukraine? La moitié. En fait, ça dépend de comment on estime. Le problème, c'est que c'est très difficile à dire parce qu'on n'a que des estimations sur les stocks. Donc, on voit que. Ils en ont fait 70 000 personnes engagées 170 000. en fait, cérémonies sur plusieurs sites. L'armée, la capacité combattante de l'armée russe, c'est 320 000 hommes à peu près, 40 000 dans les forces aéroportées. Et il y aura à peu près la moitié qui aurait été engagée en Ukraine, sachant qu'il y a certainement au moins 15 000 morts et au moins 30 000 blessés. Donc là, et en matériel, on sait. En matériel, non, mais on sait pas. Par contre, il y a une bonne partie du matériel modernisé qui a été engagé, une partie qui est perdue. On en a 3500 véhicules perdus de toute manière, dont plus de 1000 chars. Maintenant, il en reste certainement beaucoup, mais ils ne peuvent pas se mettre à nu sur les autres fronts. Donc c'est ça la limite. Est-ce qu'il y a beaucoup plus que ça encore, une sorte de grande projection historique de se dire, voilà, c'est le moment ou jamais, visiblement, les Russes ont commis une erreur, c'est en tout cas leur point de vue, on peut avoir l'occasion de leur tordre le cou, de faire reculer la Russie, de lui porter des coups décisifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun doute sur le fait que les Américains profitent de la situation pour affaiblir la Russie. D'un autre côté, elle est capable de s'engager dans ce bourbier. Maintenant, elle est exactement dans la situation que les Américains avaient au Vietnam.
Les Américains cherchaient à s'engager, les Russes fournissaient des armes au Nord-Vietnam, les Russes n'étaient pas partie prenante dans cette guerre, on est exactement dans la même solution. Vous avez mentionné le mot. Ils rêvent, beaucoup d'Américains rêvent que ce soit le Vietnam de la Russie. Bien sûr, et c'est le cas. Enfin, objectivement, aujourd'hui, ça commence comme un nouvel Afghanistan russe. Ça n'est pas tout à fait encore, disons, mais voilà, c'est leur projection. Oui, on est assez proche de cette ligne-là. C'est l'occasion de montrer qu'on revient en force. Et c'est un peu un retournement de situation par rapport à ce qui s'est passé au Vietnam, oui. On sent bien que tout ça se préparait dans les deux camps depuis longtemps, Anne, du côté russe, évidemment, mais aussi du côté occidental. Oui, depuis le début de l'invasion russe le 24 février, c'est vrai que la résistance de cette armée ukrainienne nous épate tous et doit certainement agacer Vladimir Poutine. Comment expliquer cette résistance ? Eh bien, notre confrère Nicolas Barotte, ce matin, dans le Figaro, avançait quelques pistes. Dans un article, il rappelait que depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, les Alliés ont renforcé leurs relations pour permettre à Kiev, je cite, tel que c'est rappelé aussi sur le site internet de l'OTAN, de réformer son secteur de la défense et de la sécurité, selon les normes de l'OTAN. Après 2016, il y a eu 16 programmes qui ont été lancés pour renforcer notamment les structures de commandement, d'information, de logistique ou encore de cyberdéfense. L'Ukraine a été le principal destinataire de ces aides à travers notamment les mesures d'un programme qui s'appelle le programme DEEP pour Defense Education Enhancement Programme, programme de renforcement. Pour l'Ukraine, l'enjeu était de se rapprocher d'un standard OTAN. Tous les Occidentaux, écrit notre confrère Nicolas Barotte, ne partageaient pas cet objectif. C'était le cas de la France ou l'Allemagne, contrairement à plusieurs alliés, comme notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, qui se sont investis pour remettre à niveau cette armée ukrainienne. Après les États-Unis, c'est le Royaume-Uni qui a été en pointe dans la formation des Ukrainiens au travers d'une autre opération qui s'appelait l'opération Orbital, lancée en 2015. Et cette opération, elle ne concernait que des compétences, je cite, non létales, mais elles ont pu porter leurs fruits 7 ans plus tard, comme notamment l'entraînement défensif en environnement urbain pour, je cite toujours, contrer des attaques de snipers, de véhicules blindés ou de mortiers. Xavier Titelman, certes, on a fourni des blindés, des chars à l'armée ukrainienne, mais ce qu'il aide aussi, c'est les radars et beaucoup le renseignement. Joe Biden qui annonce d'ailleurs encore ce soir que de nouveaux radars vont être livrés à l'Ukraine. Le renseignement, les Américains sont très clairs. Dès le début de la guerre, ils fournissaient des informations, sans précisément peut-être donner les informations sur les généraux visés, mais en tout cas, il y a un partage d'informations avec un délai très rapide qui est d'une demi-heure. Ensuite, il y a certains éléments qui sont très spécifiques, très précis, typiquement ce qu'on appelle la technoguerilla, c'est-à-dire que d'associer des moyens militaires classiques avec des drones qui vont permettre par exemple de cibler très facilement, ça augmente l'efficacité de l'artillerie, ça permet de voir des offensives russes qui vont arriver, donc ça permet de mieux se défendre. Et à côté de ça, il y a ces radars. À quoi ils servent ? Principalement les radars anti-artillerie, c'est que ça permet de voir d'où tirent les Russes. Et ça permet de les identifier, de les détecter très facilement, et avec notre propre artillerie, être capable de tirer. Or, le matériel qui est maintenant fourni aux Ukrainiens a une capacité de tirer à plus longue portée que l'artillerie russe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié où ils se trouvaient, ça permet de les taper de très très loin. Il n'y a quasiment pas de possibilité de se défendre pour les Russes. Et ça, c'est une montée en puissance qui est très lente parce qu'il faut une formation de la part des Ukrainiens, que ce n'est pas leur matériel d'origine soviétique qu'on peut leur donner, comme les Polonais donnent des chars par centaines. Mais cette montée en puissance, elle se fait progressivement et elle doit aboutir normalement à une contre-offensive qui est prévue à la mi-juin pour les Ukrainiens. Mais en fait, à partir de 2014, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Russes ont commencé à envoyer des instructeurs et des troupes pour soutenir les indépendantistes, enfin les sécessionnistes du Donbass, oui, la question, et surtout en l'absence d'armée ukrainienne. Ça a été ça le vrai problème de 2014. C'est qu'on avait un gouvernement ukrainien pro-russe qui avait liquidé l'armée ukrainienne, d'où d'ailleurs l'apparition de ces fameuses milices ultranationalistes qu'il a fallu réintégrer, et de manière parfois un peu compliquée. Mais donc en fait, si vous voulez, c'est simple, il y a eu 23 000 soldats de formés dans ce cadre OTAN qu'on vient de dire, sur ces 7 années. Voilà, 23 000. Attendez, vous larguez un chiffre là, il faut bien s'y arrêter. Voilà, quand Didier François prend cet air un petit peu finot, ça veut dire qu'il est en train de larguer une information l'air de rien. Parce qu'il a de très bons réseaux, Didier François. Oui, ne baissez pas les yeux, Didier François, on a très bien compris. Donc vous êtes en train de nous dire, pardon, que 23 000 soldats ukrainiens... Oui. 23 000 soldats ukrainiens ont été formés aimablement. Enfin, c'est normal, il y avait un programme de restructuration qui a été indiqué. Alors soyons précis, ils ont été formés par qui ? Alors beaucoup Américains, Canadiens sur ce programme-là et Britanniques dans le programme format OTAN. Après, il y a eu des formations bilatérales qui étaient organisées entre les différents pays qui avaient des accords avec l'Ukraine. Alors si on va sur le site de l'OTAN, c'est appelé pudiquement
partenariat pour la paix, C'est ça, je crois. voilà. Ça, c'est le cadre général. C'est exactement Alors, la traduction du partenariat pour la paix... Dans la logique, vous avez bien compris, Mais bien qui sûr. veut la paix prépare la guerre. C'est Voilà. la spécialité du général qui disait tout à l'heure, tout ça est défensif. Voilà. Absolument. Et donc, Mais c'est maintenant, le exact- partenaire pour la paix, il date depuis plus de 30 ans, hein, ou Bien pas sûr. loin. Hein, donc, Il n'y a pas que l'Ukraine. Non, mais qui en bien sûr. sortit, hein. Et évidemment. là, on parle de ça. formation de soldats. Il y a d'autres choses qui ont été faites qui n'étaient pas totalement inintéressantes et dont on voit les résultats aujourd'hui. Effectivement, ça a été d'abord l'identification des spécialistes. Parce que le problème, c'est que c'était une armée qui n'avait pas, comme l'armée soviétique, non plus, de corps de sous-officiers. Donc il a fallu faire un travail d'identification, parce que ça ne se forme pas en 2 jours, un corps de sous-officiers. En revanche, ils avaient des gens qui avaient de l'expérience depuis l'Afghanistan, y compris dans l'armée soviétique, et qui a, sur un système de réserve, identifié tous les gens avec des spécialités qui pouvaient être actionnés dans un cadre de réserve. Ce que vous dites est Ensuite- passionnant, dit François, mais petite parenthèse, je vous laisse finir, mais c'est quand même très intéressant. Ça n'enlève rien au mérite, au courage des Ukrainiens, mais enfin, on voit que cette armée ukrainienne, dont on a beaucoup dit sur ces plateaux, ah, regardez, tout à coup, elle découvre la guerre. Non, elle ne découvre pas la non, il y a guerre. 8 ans qu'elle a Elle fait. était fortement préparée. Et donc, les fameux spécialistes repérés et intégrés dans le cadre de la réserve ont tous été envoyés, pas simplement faire des activités de réserve en s'amusant à faire de la préparation opérationnelle sur des casernes. Ils ont tous fait des rotations au front dans le Donbass. Ce qui fait que ça a créé quand même disons un fond de sauce qui a permis de Vous avez lier... toujours la bonne expression, Yves François. Bravo. Non, mais qui a permis d'agréger la défense territoriale. Et la défense territoriale a servi de tamis pour, au fur et à mesure, augmenter les capacités de manœuvre. Et Didier François, pour faire monter ce fond de sauce, eh bien, il y a notamment le renseignement, et on en voit c'est aujourd'hui indispensable. peut-être les effets. C'est cette frégate Makarov qui aurait, il faut parler au conditionnel pour l'instant, mais qui aurait été touchée par un missile ukrainien, avec toujours, là aussi au conditionnel, mais on voit vraiment que les indices s'accumulent de plus en plus, avec toujours l'aide du renseignement occidental et principalement américain. Crédibilité de ce tir de missile Très élevé, mais après, je suis toujours, je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup d'aide des Américains. Les Ukrainiens ont des radars, ils voient des bateaux qui passent. Souvenons-nous du Moskva. Pendant 6 jours de suite, le Moskva a tourné en rond en faisant exactement le même pattern. Au 5e jour, ils ont placé leur missile. Le 6e jour, ils ont tiré et ils l'ont touché. Donc, finalement, si les Ukrainiens arrivent à identifier des erreurs de la part des Russes, et maintenant les Russes qui essayent de venir près de leur côte, j'ai l'impression que cet endroit-là, vers l'île aux serpents, qui est en fait la capacité pour l'Ukraine d'avoir toujours un accès vers la mer Noire et donc pour sortir, de ce côté-là, ils vont abattre tous les bateaux qui arrivent et les Russes n'auront plus la capacité d'accéder à ce côté de la mer Noire puisque le Moskva était le bateau qui devait défendre du côté aérien, donc il n'y a plus de système antimissile pour la flotte de la mer Noire russe. Et ce qui est intéressant, c'est le positionnement de ce bateau, en fait. C'est quelle distance il est des côtes. Et ça c'est assez intéressant parce que ça montre que les Ukrainiens maîtrisent maintenant des tirs d'assez longue portée, en fait. Et ça, c'est très intéressant, effectivement, comme le dit Xavier. Du coup, c'est une menace permanente pour la flotte russe, en fait, en mer Noire. Et ça, c'est vraiment un point très intéressant. Et donc, du coup, ça protège d'autant plus Odessa, en fait. L'autre nouvelle, nous vous le disions, c'est la nouvelle de la rallonge américaine de 150 millions. Joe Biden l'a annoncé tout à l'heure. Une rallonge en plus des 33 milliards déjà annoncés, 33 milliards dont 20 milliards à destination uniquement militaire. Ce sont des chiffres vertigineux qui montrent l'ampleur de l'engagement américain avec des précisions très intéressantes du président américain. Ce soir, il dit le Congrès doit rapidement débloquer l'enveloppe requise pour renforcer l'Ukraine sur le champ de bataille à la table des négociations. Et il dit aussi, et c'est très intéressant de le constater, les fonds alloués aux armes pour Kiev sont désormais pratiquement épuisés. Donc non seulement ce sont des chiffres colossaux, mais ils vont extrêmement vite, disent-ils, dans la préparation, la livraison de ces armes. C'est extrêmement impressionnant. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils ont mis, donc là, effectivement, les fonds disponibles, c'est pour ça qu'il a demandé les 33 milliards et qu'il veut les avoir en urgence. Mais il y a une vraie course de vitesse. Ils ont réussi, je ne sais pas comment ils ont fait avec leur administration, parce que là, c'est quand même assez bureaucratique, parfois les États-Unis. Les armes qui sont décidées d'envoyer sont empaquetées et en général peuvent partir en 3 jours. Grosso modo, là, sur le dernier sur les Haute-Witzer, incroyable, 3 jours. Oui. Ouais. Les premiers partent en 3 jours et là sur les 150, sur les canons de 155 là qui ont été envoyés, je crois qu'il y en a déjà 90% qui avaient été décidés la semaine dernière. Il y en a déjà 90% qui sont arrivés. Et on les voit en première ligne. Et qui sont, c'est juste énorme. Déjà. C'est au point que la difficulté maintenant, c'est de former les servants, pas les servants de pièces, parce que en fait, ça va beaucoup moins vite de former les gens pour les utiliser que d'envoyer le matériel.
matériel. Ils sont incroyables. Xavier Titelman, c'est très intéressant de vous entendre parce que vous, alors chez vous, c'est complètement pathologique, mais pathologie tout à fait assumée. Là, j'oublie Freud dont je parlais tout à l'heure. Pour vous, c'est tout à fait normal. Vous suivez vraiment en détail les endroits où il y a un pic de chaleur parce que c'est un tir qui a eu lieu, etc. Et vous pouvez témoigner, je témoigne que vous faites un travail très sérieux, que ces armes, elles sont là utilisées. On collecte entre 1000 et 1500 messages chaque jour qu'on arrive à identifier. Ça permet d'identifier quel type d'arme est perdu ou gagné à chaque endroit. Et effectivement, les décisions de la semaine dernière, on voit déjà non seulement que ça a été livré pour arriver en Pologne, mais on voit réellement ces canons 150 mm en première ligne sur le front de la part des Ukrainiens. On voit également pour la première fois aujourd'hui le Switchblade, le fameux drone à la mission rôdeuse. On a vu aujourd'hui côté de Kharkiv qu'il y en avait. On voit des petits drones qui peuvent larguer des bombes de seulement 2 kilos, mais ça contre des troupes qui sont au sol en train de se ravitailler. Aujourd'hui, il y a encore des échecs de ce côté-là. Donc on voit réellement tout ce matériel qui arrive parce qu'il y a une montée en puissance. Et elle se fait doucement, progressivement. Aujourd'hui, il y avait plus ou moins un équilibre qui s'était établi. Les Russes et les Ukrainiens se battent, mais ça bouge pas beaucoup. Et l'objectif, c'est de leur fournir les moyens pour passer à l'offensive, pour être plus nombreux et plus forts. Vous faites le bonheur de Nicolas Conter, notre chef d'édition, qui est passionné des drones. Les drones, on voit à quel point ça a tout changé, ne serait-ce que dans la manière de filmer la guerre. Oui. Toutes ces vues aériennes qui sont prises par drone, et de faire la guerre. Il y en a plusieurs catégories. Et là, c'est décisif. Si on parle que des petits drones quadcoptères, c'est-à-dire des systèmes verticaux, en réalité, ça permet d'aller sur le terrain, d'aider l'artillerie à être plus efficace pour mieux cibler. S'ils voient qu'ils tirent un petit peu à côté, ça permet le coup suivant de bien le guider. Il y a aussi des drones d'observation pour simplement faire du renseignement. Et là, c'est pour ça aussi, mais des deux côtés, les Russes également, mais surtout les Ukrainiens. Ils voient de quelle manière sont faites les protections, ils arrivent à tirer dessus. Et il y a aussi des communautés qui arrivent à collecter de l'argent pour se construire leurs propres drones. C'est de l'aéromodélisme et ils peuvent balancer des petites bombes qui font quelques kilos, mais qui font mouche à chaque fois. Et ensuite, il y a ces drones qui sont par contre avec qui volent à l'horizontale. On pense évidemment les plus importants comme les drones Bayraktar qui sont à disposition des Ukrainiens. Ils ont encore aujourd'hui montré la capacité qu'ils avaient. La semaine dernière, ils ont détruit des bateaux, mais aujourd'hui encore des systèmes de défense aérienne. Et donc tous ces drones qu'on voit des deux côtés, avec une très nette domination des Ukrainiens dans ce domaine-là, ça va être l'arme déterminante de cette guerre d'un point de vue stratégique. Et je pense que la grande évolution, en général, vous étiez dans l'armée de l'air, donc c'est vous également qui pourriez témoigner, mais cette grande évolution, avoir en masse plein de petits drones qu'on a pour plein de militaires, on en a quelques centaines, quelques milliers dans l'armée française, mais là, il va falloir passer à l'échelon supérieur. Général Butartre. Mais c'est vrai que c'est cette résistance russe, résistance ukrainienne contre l'envahissement russe et l'usage des drones de petit niveau, parce que nous on a des drones essentiellement de renseignement et maintenant un peu d'attaque aussi, on en utilise de plus en plus. Mais c'est vrai que d'aller choisir un char, d'aller choisir un centre de commandement, d'aller choisir un centre d'artillerie ou un système de défense aérienne avec un drone, c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau, à cette ampleur-là. Jamais on l'a vu avant ça. Et ça demande une extrême coordination. Et c'est vrai que c'est une vraie leçon pour le futur. Une image qui illustre le débat qu'on a tenu.